Alors aujourd'hui, nous allons parler des fleurs sauvages. J'ai bien dit fleurs sauvages, ces fleurs que l'on retrouve aujourd'hui sur nos pistes de ski, sur les autoroutes, tout autour de nous. On va découvrir aujourd'hui que les fleurs sauvages sont cultivées. Avec nos invités, Éric Martineau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arboriculteur dans la Sarthe et vous avez un verger de pommiers sur 20 hectares, c'est bien ça? C'est exact, un verger éco-responsable. Éco-responsable, nous allons voir ça dans un instant. Et notre deuxième invité, Bernard Heitz, bonjour. Bonjour, enchanté. Donc vous dirigez Ningesser Semences et justement vous allez nous parler de cette production de graines de fleurs sauvages. Et notre dernier invité, Julien Planche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Phytosem en Provence, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui, on est producteur. Alors, ma première question va être pour vous, Bernard Heitz, parce qu'il y a à peu près plus de 20 ans, vous avez essayé d'introduire des fleurs sauvages à Strasbourg. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous recommencez. Qu'est-ce qui a changé? Oui, merci de nous donner la parole. Alors, c'est effectivement vrai ce que vous dites. Moi, j'ai démarré déjà il y a une bonne vingtaine d'années pour essayer de promouvoir les fleurs sauvages. Et puis, pour parler vrai et pour parler franc, je me suis planté royalement. Et je me suis tout simplement planté parce que j'ai eu le tort d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que ce n'était absolument pas dans l'air du temps. Il y a 20 ans, vous parliez de fleurs sauvages, nous étions dans une configuration de 100% phyto, on désherbe, les fleurs sauvages font partie dans l'imaginaire de tout le monde des mauvaises herbes. Hein, oui, tout à fait, pour nous, fleurs sauvages égale mauvaise herbe. Égale aujourd'hui, mauvaise herbe. sur le salon de l'agriculture, on est bien d'accord. Voilà, donc exactement. Donc il y a 20 ans, vous veniez parler de fleurs sauvages, à la limite, vous vous faisiez jeter. Je me suis fait traiter de fumeur de moquette, par exemple. Ah, carrément, C'était direct. Aujourd'hui, j'en rigole, je dirais. Ça me fait sourire parce que le monsieur qui est sur le plateau, j'avais les cheveux peut-être pas aussi longs que lui, mais je les avais relativement longs. C'est pour cette raison probablement aussi. Alors, si vous voulez bien, on va un peu remonter le temps. Allez-y, allez-y. Donc, il y a une vingtaine d'années, les fleurs sauvages, c'était persona non grata. Il fallait s'en débarrasser coûte que coûte. Et on n'avait pas encore, je dirais, cette réflexion sur l'environnement, protection de l'environnement, insectes, pollen, nectar, plantes hôtes, et ainsi de suite. Tout le monde s'en fichait un peu. C'était vraiment, on était encore de l'agriculture intensive. Il y a une quinzaine d'années, rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y a une dizaine d'années, il y a un phénomène relativement important que j'aimerais un petit peu développer. Il y a une dizaine d'années, il y a pas mal de sociétés, je dirais sans trop de scrupules, se sont lancées sur le marché avec un super marketing, ça il faut leur laisser, et ont vendu de la plante horticole, qui est certes jolie, c'est la plante horticole, il n'y a rien à dire. C'est des plantes qui ont été créées par l'homme pour faire de la décoration, et qui ont vendu de la plante horticole en disant qu'elles étaient mellifères. Elles étaient quasiment magiques du jour au lendemain. Alors, mellifère, c'est bon pour les abeilles, c'est bien ça? Mellifère veut dire que ce soit des plantes qui produisent du pollen et du nectar. C'est pour les abeilles, c'est pour toute l'entomofaune, tous les insectes, papillons, libellules, pour tout le monde. Ça veut dire voilà, mellifère. Donc tout le monde, parce que c'était un créneau et un mot porteur, donc on met du mellifère encore aujourd'hui à toutes les sauces. Et quand vous regardez un peu, elles ne sont pas mellifères, pas plus que moi, voilà, dans l'absolu, pour plaisanter. Et puis, donc, il y a pas mal de tonnes, des quantités relativement importantes ont été vendues dans nos belles régions françaises. Et bien sûr, ce qui a dû arriver est arrivé. Au bout de 5 ans, les gens ont déchanté. Ils se sont aperçus qu'il y avait tromperie dans la matière. Tromperie, c'est-à-dire pas assez de fleurs, pas assez de nectar produit? Les fleurs étaient là, mais les fleurs horticoles étaient là. Il n'y avait aucun nectar. Il y a pas, comme la plante horticole ne produit ni de nectar, enfin pratiquement pas de nectar et pratiquement pas de pollen, les gens ont dit, tiens, voilà, il y a un problème dans la demeure. Et puis après, on leur a parlé que la plante mellifère qu'on vend étaient des plantes pérennes. Ce qui n'est pas vrai. La plante sauvage est pérenne. Il y a quelques annuels, mais la grande partie, ce sont des vivaces qui sont pérennes. Si vous voulez, on peut parler un petit peu pour expliquer comment ça se passe. Vous avez l'annuel, le coquelicot, le bleuet qui sont les plus connus. Et après, vous avez les vivaces. L'annuel ne fleurit qu'une fois et il ne repousse qu'une fois par la racine. Et la sauvage, la vivace, qui représente certainement 95% des espèces, c'est de la vraie plante sauvage
qui poussent par la racine. C'est comme je dis, on n'arrive pas à se débarrasser de vous, vous êtes comme une mauvaise herbe. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais alors justement, est-ce que c'est les évolutions réglementaires qui ont permis votre développement justement avec cette réduction des produits phytosanitaires? Alors, oui et non. Il y a 5 ans, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème, je dirais, que ça ne marchait pas comme ils voulaient. Et puis tout le monde était déçu parce que ces fameuses prairies dites mellifères et pérennes ne tenaient pas dans le temps. Et ils étaient, au bout de 1 ou 2 ans, il n'y avait plus rien. Et puis en plus, ils n'attiraient pas les insectes parce que si vous observiez un peu, les insectes venaient, on s'installe sur la pente et ils repartent. Voilà. Alors, deuxième phénomène, c'est pour ça que je vous ai dit oui et non. Le oui, c'est que le ministère de l'Environnement a quand même, ou je pense le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas exactement qui, a plus ou moins interdit dans les collectivités les produits phytosanitaires. Et tout le monde, enfin les collectivités, les communes, ont besoin de trouver un ersatz, hein, si on veut dire. Donc il fallait trouver une solution en plan B, notamment pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de l'intensif? L'intensif, c'est plutôt de l'horticole. Et nous, ce que nous proposons, c'est de l'extensif, qui tient une prairie fleurie bien installée, tient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. C'est ça tout le je dirais, c'est là que les gens se sont aperçus du subterfuge. D'accord, et d'où l'intérêt des fleurs sauvages. Alors Julien Planche, justement, vous développez, vous produisez des semences de fleurs sauvages qu'on introduit aujourd'hui sur nos pistes de ski, sur nos autoroutes. Alors expliquez-nous quelles sont les caractéristiques positives de ces fleurs sauvages. L'intérêt des plantes sauvages, c'est surtout qu'elles n'ont pas été sélectionnées. Donc on va garder un grand potentiel d'adaptation. Donc, par exemple, les plantes sauvages, on va arriver à les trouver dans les zones qui sont très très humides, dans les zones très très séchantes, même les zones salées. Donc, quand on a des problèmes comme ça, quand on est confronté, qu'on veut végétaliser et implanter des fleurs dans des sols vraiment dégradés, on arrive à trouver la solution dans les plantes sauvages. Parce que les plantes sauvages, c'est un potentiel qui est énorme. C'est 20 000 variétés, à peu près 20 000 espèces, justement. 20 000 espèces de fleurs sauvages que nous pouvons utiliser Eh ben, potentiellement, oui. Donc nous, on en a sélectionné, on va dire, on travaille avec 100, 150 espèces qui sont vraiment sauvages et qu'on a, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on fait des chantiers de végétalisation à base de sauvages. Et donc du coup, on a sélectionné en fait des espèces qui soient capables d'être reproductibles. Parce qu'en fait, la limite des sauvages, c'est le côté potentiel grainier. Et pour pouvoir justement proposer une graine de qualité. Et donc on a fait cette sélection. Alors on n'a pas sélectionné l'espèce, on a sélectionné des espèces. C'est très important parce qu'une espèce, cette espèce, on va sélectionner des populations qui sont adaptées. On n'est pas sur comme une semence certifiée ou horticole, on va être sur une variété. Nous, on gère des populations. Donc on juge des populations. Qui dit population dit une grande diversité de plantes totalement différentes. Voilà, c'est bien ça, au sein de la même espèce. Voilà, au sein de la même espèce, en fait, on va avoir des populations et ces populations, elles vont être composées d'individus. Et donc tous ces individus vont avoir un potentiel énorme parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Donc ils ont quand même des critères génétiques d'adaptation qui sont énormes. Et donc du coup, on va pouvoir les utiliser face à des contraintes où les espèces, on va dire, classiques du commerce vont trouver un peu leurs limites. Disons qu'il y a les espèces du commerce où on va arriver à végétaliser, à faire du gazon, à faire des bandes enherbées. Mais dès qu'il y a des fortes contraintes, comme par exemple en montagne, ou alors en bord de mer, ou alors vraiment dans des sols un peu salés par les intrants, dans ce cas-là, on va piocher dans le spectre des sauvages et on va trouver quelle espèce va être intéressante. Donc là, on parle d'agriculture pour les zones défavorisées ou défavorables à nos productions agricoles. Ben, il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des sols qui ont été dégradés, donc suite peut-être à trop d'entrants, un peu trop de pesticides, des anciennes vignes, des choses comme ça, ou une accumulation de cuivre. Donc les plantes sauvages, elles peuvent servir à ça, à fixer les métaux lourds. Ensuite, on va pouvoir se retrouver par exemple sur les pistes de ski. Dans les alpages, quand il y a eu des aménagements pour le développement touristique, développement de pistes de ski, on va être confronté à la recréation d'un parcours qui a été avant travaux intéressant pour par exemple la vache laitière. Disons qu'une appellation comme Beaufort, ça va réclamer un pâturage un peu de qualité. Et donc suite à des dégradations,
on va arriver à recréer directement un cortège floristique qui sera intéressant pour l'agriculteur, qui sera intéressant pour le lait, et du coup ça va réduire l'impact de ces aménagements au minimum. Très bien, alors justement, expliquez-nous chez je vais y arriver, chez Ningesser, vous avez travaillé sur les labels, des labels spécialement développés pour les fleurs sauvages. Alors expliquez-nous quels sont ces labels qui existent aujourd'hui en France. Oui, alors effectivement, en 2014, le ministère de l'Environnement et de l'Écologie a sorti un nouveau label, qui est le label végétal local ou plante. Ah oui, on voit bien, végétal local, oui c'est ça. Il y a le végétal local et puis vrai messicole. D'accord. Donc il y a ces deux labels qui ont été sortis et je dirais qu'il était temps. Des gens comme nous et mon confrère, on l'attendait parce que produire de la fleur sauvage, c'est toute une sinécure, c'est pas facile. Hein, ça n'a absolument rien à voir avec une production de plantes différentes, hein, je dirais. Et donc, à la sortie de ce label, nous avons sorti, Ningesser, nous avons sorti un catalogue plutôt technique que commercial pour commencer à informer les gens du bien fondé de ces fameuses fleurs et graminées sauvages. Il ne faut pas oublier les graminées, en plus c'est important, parce que dans un mariage, on est à deux. Si on veut que ça dure, il faut associer les fleurs sauvages avec de la graminée sauvage. En effet, donc ce catalogue, il y a à la fois, j'imagine, toute la production technique et également tous les intérêts. Donc il y a à la fois les deux. Oui, alors il y a les deux. Alors il y a surtout dans la création de ce label, et c'est ce que nous essayons déjà de prêcher depuis une vingtaine d'années, c'est de prêcher pour les plantes sauvages qu'on peut qualifier sans l'ombre d'un doute de plantes vertueuses. Alors plantes vertueuses et domestiquées par l'homme. Alors oui, c'est peut-être un paradoxe. On pose toujours cette fameuse question, vous produisez, vous multipliez de la fleur sauvage, dès que vous la produisez, elle n'est plus sauvage. Mais si elle reste sauvage pour une raison très simple, c'est ce que Julien vous a expliqué avant. C'est qu'on prend, ce sont des types sauvages et qu'on multiplie sans engrais, sans phyto, avec on procède par exemple, je passe un peu du coq à l'âne, il faut bien désherber à un moment donné. Donc pour désherber, on passe à du désherbage mécanique et voire manuel. D'où aussi une certaine justification du prix de ces produits. Hein. D'accord. Par exemple, un bleuet horticole que tout le monde connaît et entre un bleuet sauvage, le bleuet sauvage coûte entre 3 et 4 fois plus cher. Parce que les rendements sont inférieurs et il y a beaucoup plus de main-d'œuvre. Alors justement, en parlant de rendement, Julien Planche, expliquez-nous, est-ce que l'agriculture peut être une porte d'utilisation prometteuse des fleurs sauvages ? Alors nous, on a surtout deux rapports avec l'agriculture. On a d'abord un rapport de producteur, parce qu'on cultive, on va dire, des espèces sauvages sur 50 hectares. Et ensuite, on a à peu près, on doit collecter sur une vingtaine d'hectares chaque année sur site naturel. Donc on a cette valorisation des petites parcelles. Nous, on est dans les Hautes-Alpes, hein, donc on a beaucoup de petites parcelles, une agriculture très traditionnelle, on va dire. Et donc on arrive à privilégier ces petites parcelles. Et ça fait un revenu en plus de complément pour les agriculteurs. Ensuite, on a le rapport agricole, parce qu'on a de plus en plus de demandes où il y a des problématiques et les limites ont été rencontrées avec les espèces classiques du commerce. Par exemple, pour faire un couvre-sol sous les pieds de vigne, pour justement ne plus avoir à passer de produits chimiques. Ensuite, pour tout ce qui est bande auxiliaire, pour pouvoir favoriser en fait la pollinisation, parce qu'on s'est rendu compte que la pollinisation par les pollinisateurs sauvages était vraiment intéressante parce que ça faisait un creux quand les abeilles n'étaient pas là. Ça faisait plus de résilience. Donc, ensuite, on a un rapport agricole, justement, ce qu'on disait avec les alpages, histoire d'avoir créé un parcours un peu de qualité avec l'intérêt des espèces sauvages dans les parcours. Donc du coup, il y a plusieurs, on va dire, leviers de développement. Alors, pour l'instant, c'est un développement qui est quand même assez balbutiant, hein, parce qu'on est sur de l'empirisme en recherche. Alors, mais justement, en parlant de développement, Éric Martineau, vous avez fait quelque chose d'assez exceptionnel dans votre verger, parce que je crois que vous avez créé un lien direct avec les fleurs sauvages et vos productions de pommes.
Alors complètement, parce qu'en fin de compte, je suis donc producteur engagé en verger éco-responsable et on privilégie la nature pour limiter les interventions dans nos vergers. Et donc l'objectif, c'est de faire rentrer à nouveau la nature dans nos vergers. Et un des moyens tout bêtes, c'est justement de relaisser pousser l'herbe, donc la flore spontanée dans nos vergers, si bien qu'aujourd'hui, par exemple, on n'intervient que seulement 2 fois, par exemple, une fois fin juin pour dire passer dans les vergers pour l'éclaircissage manuel sur juillet, et avant la récolte, on tond les vergers pour pouvoir, pareil, récolter les fruits. Sinon, on laisse pousser l'herbe, on laisse reprendre la nature ses droits, ce qui permet qu'en fin de compte, ça crée forcément toute une flore qui attire les insectes butineurs. Et tous ces insectes qui viennent s'attirent, se mangent entre eux et mangent aussi nos prédateurs dans les pommiers, ce qui limite complètement les interventions, ce qui est le but. Alors, mais justement, je crois que vous avez aussi mis des nichoirs du coup, parce que ces insectes, il faut des oiseaux. Alors complètement, autour des vergers et à l'intérieur des vergers, on met des nichoirs à mésanges. En effet, pourquoi? Parce que les mésanges mangent à peu près leur poids chaque jour en insectes. Et donc c'est une solution, il faut à tout prix avoir des oiseaux qui font rien aux pommes, hein, rien de mal. Mais au moins, en faisant ça, plus la confusion sexuelle, on n'a plus besoin de traiter, je veux dire, le carpocaps, qui est le ver de la pomme. Et ça permet en fin de compte d'intervenir que s'il y a besoin d'intervenir, mais le ver de la pomme, on n'intervient plus, quoi. Voilà. Alors justement, on voit cette démarche de protection de l'environnement. Est-ce que vous êtes en production biologique ? Alors non, je ne suis pas reconnu en producteur bio, mais je veux dire, on prend ce qui est bien dans le bio, on prend ce qui est bien dans l'agriculture raisonnée pour en faire ce cahier des charges verger éco-responsable et qui permet en fin de compte de produire des pommes saines, accessibles à tous, et ce qui permet en fin de compte d'avoir une bonne pomme. On peut la croquer sans problème, enfin il y en a devant nous. C'est vrai que là. vous êtes venu avec des pommes, elles ont vraiment l'air très appétissantes. Oui, et vous pouvez les manger avec la peau et tout, parce que donc forcément c'est les maladies. Là, les maladies, on ne peut pas faire grand-chose, c'est surtout au printemps, mars, avril, mai, mais nous avons les pommes sur les arbres seulement sur les pommiers à partir de début mai, donc c'est pas là que ça pose vraiment un problème, c'est plutôt les mauvais insectes, et ça la flore naturelle peut fait tout ce qu'il faut pour justement attirer les coccinelles, les cirfes, les chrysopes, les aphilinus qui sont des insectes utiles et qui elles viennent se nourrir de ce pollen de ces fleurs et viennent manger nos araignées rouges, nos pucerons dans nos vergers. Alors j'imagine que ça nécessite beaucoup d'observation. Vous avez également introduit 17 variétés de pommes différentes dans votre verger. Expliquez-nous pourquoi, quel est l'intérêt de cette diversité? Alors ça c'est aussi par choix parce que déjà je suis producteur de pommes, pommiculteur, mais j'adore les pommes. Donc les pommes classiques, Golden, Gala, Granny, enfin voilà, Belchar, Chantecler, tout ça. Mais j'aime bien aussi les vieilles variétés de pommes qui sont soit locales ou un peu plus loin, je pense à Cox Orange, Bertane, voilà, et y compris même des nouvelles variétés résistantes aux maladies. Alors là, vous avez amené quelle variété? Alors là, il y a des variétés classiques, hein, c'est Golden, Belchar, Gala et Granny Smith. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous amener aussi des Bertane, une Golden toute grise mais très parfumée. Les choupettes aussi qui sont très croquantes. C'est mignon, voilà. choupettes. Entre autres, mais il y en a plein d'autres et il y a plein de variétés, parce qu'il y en a 17, hein, donc même j'aime bien, là je viens de greffer de la Bramley, une vieille variété anglaise, mais qui sont très bonnes à cuisiner, mais ça c'est pour tout ce qui est la vente directe, le local, et ça me plaît aussi. D'avoir le contact direct avec le consommateur, de telle sorte que les gens qui se posent des questions sur la production de la pomme, on les fasse visiter dans nos vergers. Voilà. Alors justement, Bernard Height, expliquez-nous quelles sont aujourd'hui les perspectives de développement de la culture de ces fleurs sauvages, à la fois chez des pommiculteurs, chez des agriculteurs, et surtout dans nos villes, moi citadine que je suis. Alors oui, les perspectives, si vous permettez, j'aimerais juste pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, l'importance de ce fameux label végétal local. L'objectif, et tout le monde comprendra, est d'éviter des pollutions de nos belles régions françaises avec des plantes exogènes, donc des plantes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, tout le monde, on parle du Céneçon du Cap. Ce sont des produits qui envahissent, qui sont nocifs d'ailleurs pour les animaux, qui envahissent nos régions. On parle du Buddleia qui vient de Chine. On parle, là, un apiculteur m'a parlé tout à l'heure du frelon asiatique. Alors c'est pareil, que ce soit pour les plantes et pour les animaux. C'est le même mécanisme, on peut avoir une invasion de plantes. C'est exactement la même chose. Donc l'objectif avec ces plantes sauvages que nous voulons réintroduire, je dirais, dans nos régions, est d'éviter des proliférations de plantes exogènes. Voilà. Alors, je reviens à votre question.
Justement, ces perspectives de développement, il faut un contrôle, il faut justement pouvoir suivre ces introductions de fleurs sauvages. On ne peut pas le faire Oui. n'importe comment. Ah non, alors c'est relatif. Si vous voulez adhérer au label végétal local, vous êtes obligé d'être producteur. Car vous subissez 1 ou 2 audits, vous ne dites pas je me réveille ce matin, je suis producteur de fleurs sauvages. C'est pas possible. Tiens, j'ai une envie de fleurs sauvages Ouais, voilà, ce matin. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais il y aura pas mal de gens qui vont déchanter, à mon avis. Comment ça se passe chez nous? Nous nous associons toujours à des mouvements écologiques, à des botanistes, à des chercheurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure à l'INRA, par exemple, pour d'autres projets. Et donc, ces gens vont nous cueillir dans les prairies protégées, notamment Natura 2000, parce que nous, on n'a pas le droit d'y aller, hein, qui nous collectent entre 10, 15, 20, 30 grammes de semences. Et on démarre avec une vingtaine, trentaine, quarantaine de grammes de semences. On prend ces semences, vous vous doutez bien, semer 30 grammes de semences dans un champ, c'est se tirer une balle dans le pied. Il va falloir les multiplier et conserver leurs caractéristiques. Et conserver leurs caractéristiques. Alors comment on fonctionne? On les sème sous serre. On sème, on fait des jeunes plants, et ces jeunes plants, on les laisse pousser et on les plante comme on plante du tabac, du chou ou que sais-je encore dans les champs. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un 20 arts, 30 arts, un demi-hectare de plantes bien avec une traçabilité qui est tout à fait contrôlée par les auditeurs du végétal local. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça évitera de dire, bah tiens, j'ai produit 50 kilos par exemple de telle et telle espèce, et puis du jour au lendemain, vous avez besoin de 500, vous les avez. Voilà, le problème est là. En effet, Donc, voilà. en effet. Alors justement, Julien Planche, même question, quelles sont, du moins un peu différentes, quels sont les freins à lever pour permettre le développement de la culture des fleurs sauvages en France? Alors les freins à lever, je vais dire, ça va être sur plusieurs critères. Alors il va y avoir l'aspect, un peu le nerf de la guerre, ça va être l'économique, où il va falloir arriver à développer le rendement grainé d'une espèce sauvage sans dénaturer en fait sa variabilité génétique pour qu'elle continue à être adaptable. Et ensuite, les freins à lever, ça va être plutôt être le facteur vraiment rendu des espèces sauvages, mais démontré d'une manière scientifique. Parce que pour l'instant, sur les espèces sauvages, il n'y a pas eu vraiment d'études sérieuses qui ont été faites. Nous, toutes nos sélections et tous nos ressentis, on l'a fait par expérience. C'est une méthode vraiment empirique. Donc on a des tendances lourdes sur certaines espèces, mais on ne peut pas exactement montrer l'effet qu'il y a eu. C'est par exemple, beaucoup d'espèces ont un effet, on suppose, allélopathique. Ça veut dire, par exemple, l'Achillée millefeuille, une fois qu'elle est installée, elle va sécréter des substances qui vont empêcher la germination des autres espèces. Mais ça, par exemple, c'est difficilement trouvé parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Une implantation de sauvage, comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est très capricieux. Donc, nous, on sait un peu les recettes qui marchent, mais on ne sait pas trop expliquer pourquoi. Et donc vous demandez à l'INRA un coup de main pour vous aider à contourner ces caractéristiques? Non, disons qu'il faudrait arriver à être un peu plus... alors ça va se faire, ça se fait doucement. Par exemple, on fait quelques expériences avec l'INRA, mais ça reste assez marginal. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus se consacrer sur vraiment évaluer d'une manière vraiment scientifique les effets des sauvages sur l'environnement, par exemple, sur les pollinisateurs. Alors j'imagine aussi qu'il va falloir mettre en place toute une réglementation concernant les noms de ces centaines d'espèces différentes. Une réglementation, oui, mais une réglementation vraiment bien à part. Parce que si on se base sur la réglementation qui était appliquée jusqu'à maintenant sur les semences certifiées, on va avoir des gros problèmes parce que les semences certifiées sont commercialisées sous forme de variétés. Et nous, justement, on est à l'inverse. On ne commercialise pas sous forme de variété et sous forme de population. De population extrêmement variée. Alors, Eric Martino, expliquez-moi, vos voisins agriculteurs, comment ils vous regardent, comment ils parlent de vous? J'imagine que vous avez dû un peu les surprendre avec vos méthodes de culture. Alors complètement, parce que forcément, par habitude, on va dire il y a une quarantaine d'années, on travaillait le sol dans les vergers, puis il y a une vingtaine d'années, on tondait l'herbe systématiquement et on avait l'impression d'avoir un green de golf dans nos vergers, c'était bien désherbé sous les pommiers, alors qu'aujourd'hui on laisse refaire la nature, si bien que même quand papa vient dans mes vergers, il me dit mais écoute, on a l'impression que t'es mort, c'est pas possible, mais au contraire c'est un plus, parce que justement maintenant on intervient beaucoup moins, et donc plus on laisse faire la nature,
eh bien, moi j'interviens et je préfère, honnêtement. Donc les vergers éco-responsables. Donc nous l'avons compris, aujourd'hui nous allons pouvoir domestiquer de plus en plus les fleurs sauvages pour les introduire à la fois dans nos champs, dans nos vergers, sur nos pistes de ski. Mais une dernière petite question pour vous, Monsieur Heitz. En 2 mots, pour vous, quel est le frein à lever pour le développement des fleurs sauvages? Oh ben, les freins sont multiples. Le premier frein, c'est la pédagogie. Il faut être pédagogue, ça prendra des années pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous apporte les fleurs sauvages. Voilà. Donc beaucoup de pédagogie, merci beaucoup. Nous l'avons compris, nous allons tous adopter des fleurs sauvages. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.